Buonasera, ringraziamo di vostra fedeltà rivista i nostri invitati scrivani e giornalisti oggi avec Patrick Vinciguer de RCFM. Bonsoir Salut. Patrick. Jérôme Paoli, fidèle au poste malgré l'heure d'enregistrement aujourd'hui. Bonsoir Jérôme. Et puis notre invité écrivain, Gabriel Xavier Couillol, que nous saluons. Bonsoir Gabriel. Bonsoir. 23 ans, quasiment jour pour jour, après son arrestation avec les autres membres du commando Erignac, Pierre Alessandre aurait pu sortir de prison sous le régime de la semi-liberté. Ainsi en avait décidé la Chambre d'application des peines antiterroristes jeudi pour la 3e fois. Mais il y a un mais, car le parquet a fait immédiatement appel, ce qui va retarder d'autant, de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, la décision. Tout bouge et rien ne change finalement, Gabriel. C'est en plus, à part de l'acharnement, c'est parfaitement incompréhensible puisque de toute façon ça arrivera à un moment donné et que là le parquet, c'est-à-dire l'État, directement l'État, décide donc de se venger, de continuer la vengeance qu'il fait, et c'est écœurant. Bon, c'est tout simplement écœurant puisque on considère quand même que quand quelqu'un a fait sa peine, et là on peut considérer qu'il a fait, et qu'en plus on lui donne la possibilité de refaire sa vie, c'est un droit. Mais bon. Patrick, alors on comprend mal, c'est vrai, ce jeu du pouvoir, parce que le parquet, c'est le gouvernement, c'est le ministre de la Justice. Bon, Dupond-Moretti a été absent de bout en bout dans cette affaire, comme dans plein d'autres, mais on ne comprend pas aujourd'hui, après les événements qui se sont passés, qu'est-ce que c'est que cette décision? Oui, l'appel surtout. Le contexte politique a changé depuis l'agression mortelle d'Yvan Colonne. Il a changé, on l'a vu, Jean Castex a levé quelques jours après le statut de DPS qui empêchait leur rapprochement à Alessandre et à Ferrand. Et là, on pensait effectivement que cette décision en première instance, qui est donc l'octroi du régime de semi-liberté, on pensait, enfin moi honnêtement je pensais qu'il n'y aurait pas appel. Et finalement l'appel, le parquet a 10 jours pour faire appel. Et ils ont fait appel dans les 10 minutes. Ils n'ont pas laissé l'encre de la décision sécher pour faire appel, ce qui prouve bien que la cause était entendue. Et effectivement, bon, je n'emploierai pas les mots très forts de Gabriel, mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible cette décision, parce qu'effectivement, 23 ans de détention, il est libérable depuis, lui Ferrand, mais là en l'occurrence on parle de Pierre Alessandre, il est libérable depuis 2017, depuis 5 ans. Il répond à tous les critères. Au-delà du contexte politique qui est plus favorable ou moins favorable, on doit le libérer non pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons de justice, tout simplement. Il est conditionnable depuis 2017, il n'y a pas de risque de récidive, ou très peu, il n'y a pas de risque de dangerosité. C'est certainement pas sur le plan judiciaire que ça se passe, c'est sur le plan uniquement politique. Normalement, c'est sur ce plan-là que ça doit se décider. La question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que finalement, ils veulent les laisser sortir? Je pense qu'ils ne veulent pas les laisser sortir. Où est le blocage? Bon, le ministère, on a bien compris, mais bon, Dupond-Moretti, il n'a jamais rien réglé, jamais, il ne s'est pas occupé de cette affaire, donc c'est directement l'Élysée. Non, mais le blocage. Non, mais excuse-moi, ça s'appelle de la haine, c'est tout. Ça veut dire que le problème, c'est qu'il y a la préfectorale qui est très très puissante, qui à chaque fois doit bloquer, et que le pouvoir, pour des raisons... c'est d'autant plus incompréhensible qu'après les émeutes qu'il y a eu au moment de la mort d'Yvan Colonne, les incendies qu'il y a quand même maintenant toutes les semaines de maisons, ils prennent le risque d'une nouvelle explosion, mine de rien. Non, mais on souffle le chaud et l'eau froid en permanence. Donc un coup on rapproche les prisonniers, après on les empêche de sortir, un coup on discute, après on discute plus. Donc il n'y a pas de cohérence. Mais après il y a mais ça c'était l'ancien quinquennat, le nouveau c'est autre chose. Oui, bon, je ne suis pas sûr qu'on ait changé de président de la République, enfin de mémoire. Mais en revanche, ça c'est le côté politique, mais le côté humain et juridique, moi je finis par penser que la stratégie, c'est ces gens ne sortiront jamais. Bon, voilà. C'est une question qu'on peut au moins se poser. Ne soyons pas totalement pessimistes, ce n'est que l'appel. Donc on peut espérer que la décision de première instance sera confirmée malgré cet appel. Mais c'est l'interrogation, c'est surtout sur la politique. Ça suspend la décision pour plusieurs mois. C'est surtout, on s'interroge sur la politique, on ne sait pas où on va. C'est-à-dire, comme vient de le dire Jérôme, on ne colle pas haute, on ne colle pas au dière. On ne sait pas du tout... Enfin, en tout cas... On attend donc le 19 mai, me semble-t-il. Ou le 19 prochain. Il y a le sort d'Alain Ferrand. Ferrand.
Ah oui, pardon, je croyais que tu parlais de la réunion qui peut-être va avoir lieu. Je pensais pas à ça. Alors, en tout cas, dans 1 mois et 2 jours, ça on en est sûr, vous serez une nouvelle fois convoqué aux urnes afin de choisir votre député. Et là, nous sommes entrés de plein pied dans la campagne avec les annonces et les présentations des candidatures qui se multiplient. Alors, à ce jour, on en compte 28, répartis de façon à peu près équivalente dans les 4 circonscriptions. Mais il peut y en avoir d'autres puisque la clôture des candidatures est fixée au vendredi 20 mai à 18h. Alors, ces législatives, d'aucuns veulent en faire le 3e tour de la présidentielle. On pense en particulier à Jean-Luc Mélenchon, mais on pense aussi que c'est un peu surjoué. Aucun président, d'ailleurs, ne s'est trouvé sans majorité quelques semaines après son élection. À peine peut-on s'interroger pour savoir si cette majorité sera absolue ou relative, Patrick. Oui, je pense que c'est quasiment la seule incertitude, compte tenu aussi du fait que la NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, bon, il y a des flottements ces derniers jours. Entre eux, on sent très bien que c'est un accord non pas programmatique, mais électoral, voire électoraliste, pour conserver quelques circonscriptions. Et on a le sentiment que la mayonnaise ne prend pas si bien que ça, même si, on l'a vu chez les jeunes, il y a une certaine dynamique, on a envie d'une union de la gauche. Et je rappellerai, pour les plus jeunes, que l'accord qui a conduit au programme commun dans les années 72. Ensuite, le programme commun a très rapidement volé en éclats. Et là, je pense qu'on prend la même direction. Il a volé en éclats, il a permis le programme commun, il avait été fait avant la présidentielle. Oui, avant la présidentielle. Il n'a pas été fait après. Mais il n'a même pas duré jusqu'à la présidentielle. Ouais. Mais déjà, il y a ça. Deuxièmement, il y a l'incarnation sur le législatif qu'on n'a pas forcément sur elle est locale, l'incarnation. Elle est locale. Ce sont 577 élections. C'est pas parce qu'on fait 30% dans une circonscription qu'on a 50% sur une législative et qu'on gagne les élections. Donc moi, la majorité de Jean-Luc Mélenchon, je suis assez sceptique, pour tout vous dire. On pourrait dire la même chose aussi de la majorité qu'obtiendra certainement Emmanuel Macron. Elle est quand même extrêmement diverse. Et puis la bataille de succession a commencé déjà pour 2027. Pour 2027, oui, mais le problème, c'est que la France a toujours montré que dans les périodes de crise, et là on est vraiment dans une crise énorme, puisqu'il y a une crise alimentaire qui se précise, une crise économique et une crise quasiment existentielle avec la guerre d'Ukraine. Il faut rappeler quand même que c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que la guerre est présente à nouveau sur le sol européen. Les Français ont toujours démontré une volonté, d'ailleurs un peu comme les Corses. La deuxième fois, il y avait déjà eu une guerre. Oui, il y a déjà eu les Balkans, mais enfin les Balkans, ça touchait... on sentait pas que les Balkans étaient très européens à l'époque, quoi. C'était plutôt oriental. C'est beau, mais c'est loin. Puis c'était pas la puissance de la Russie. Non, voilà, c'est ça. Là, la Russie... Non, ce que je crois surtout, c'est que les Français, sont d'abord très tourmentés par leur pouvoir d'achat, parce que c'est une réalité, mais ils ont aussi montré dans l'histoire qu'ils avaient besoin à un moment donné des moments de crise d'un Bonaparte, c'est-à-dire d'un personnage qui survolait les dissensions. Et Macron bénéficie du vide terrible qu'il y a à gauche comme à droite d'ailleurs. C'est la même chose. Marine Le Pen n'a pas réussi de transformer son essai. Et vraisemblablement, les projections donnent entre 20 et 50 députés. Donc il n'y a pas de quoi menacer Macron. Et surtout, Macron, c'est son dernier mandat. C'est-à-dire que là, il a vraiment les coups des franches pour faire à peu près ce qu'il veut. Il aura peut-être aussi du mal à gérer une majorité qui sera extrêmement diverse. Effectivement, comme la NUPES, ensemble, puisque c'est la maison commune qui regroupe le MoDem, Horizon et Renaissance, le nouveau nom de la République En Marche. Là aussi, c'est un acteur électoraliste. Il y a beaucoup de différences entre les différents partis. Et plutôt des différences d'individus et de conquête du pouvoir, pas idéologiques. C'est moins des divergences de fond que pour la NUPES, mais il y a des différences de personnalité. Avec Édouard Philippe, ça ne va pas être facile. Et puis la guerre de succession qui a commencé. Commence, Oui, après, quand tu dis il fera ce qu'il veut, c'est pas si évident que ça, parce qu'il y a aussi la rue. Et qu'il y a eu quand même les gilets jaunes pendant... Donc il va pas... c'est pas un dictateur non plus qui est au pouvoir, il faut pas... Oui, c'est vrai qu'il y a la rue, mais enfin on s'aperçoit quand même d'une chose générale dans le monde, c'est que ceux qui semblent s'en tirer le mieux, c'est les dictatures. C'est-à-dire qui est tout. Non, mais je dis c'est qui semble. C'est une apparence. Non, c'est pas une dictature, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il faut bien qu'un pays soit géré à un moment donné. Donc il peut y avoir des tirages, mais il faut qu'il y ait quelque chose en sorte. Sinon le pays sombre. Et je pense que là Macron, c'est à peu près le seul qui ait la stature pour faire avancer le pays. Même s'il y a les gilets jaunes, il s'en est quand même sorti. C'est sorti de la pandémie. Et alors avec quand même toutes les. Enfin, la gestion était quand même assez chaotique. Non, elle était chaotique.
j'explique, mais c'était une gestion. Sur l'une et sur l'autre. C'est le grand problème qu'il y a, c'est qu'il y a tellement d'inconnus qui planent sur les gens, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit non plus la pandémie, puisque ça semble pour l'instant être réglé. Oui, ça peut revenir. Mais la crise alimentaire, qui va être monstrueuse. C'est-à-dire crise alimentaire, ça veut dire, on le voit d'ailleurs quand on va dans les supermarchés à on dirait que tout est produit en Ukraine. Hein, oui, c'est vrai. Hein. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des vautours derrière qui profitent de la situation pour s'en mettre plein les poches. Profiteurs de guerre. Voilà, oui, c'est ça. Non, mais ce qu'il va y avoir comme problème, parce que le vrai problème, c'est le pouvoir d'achat, qui était d'ailleurs une thématique de la présidentielle. Et là, les prix sont en train d'exploser. Oui. Oui, mais il y a un certain nombre de mesures qui vont être prises pour essayer sauf qu'on a de l'inflation. de faire passer la Et pilule. que la dette de l'État, qui était déjà colossale, on ne compte plus maintenant. si maintenant il y a de l'inflation, elle va exploser. Et le remboursement de l'intérêt de la dette va redevenir un budget D'autant important. que les taux d'intérêt, C'est pour ça. l'économiste, risquent de remonter. C'est ça. Donc du coup, l'intérêt de la dette... Oui, mais la dette, elle va être lissée sur des décennies. Non, Oui, mais là, jusqu'à c'est plus sur une le décennie siècle. qu'il va falloir. Ça commence à être Enfin, cela dit, compliqué. bon, la France est quand même un des pays qui est les plus sûrs du point de vue de la dette. Donc c'est vrai que par contre, les prochaines générations vont continuer à payer pour ce qui se passe aujourd'hui. Et où l'inflation est la plus contenue pour l'instant, puisqu'elle est de l'ordre de 5% contre 8% de la moyenne européenne. Allez, on revient à des choses beaucoup plus terre-à-terre, sur les candidatures. Alors, il n'y a pas vraiment de surprise après l'annonce de ces différentes candidatures, à part une quand même, c'est sur Ajaccio, où Laurent Marcangel s'est décidé à être candidat récemment. Comment est-ce que vous l'interprétez, Jérôme, cette candidature ? Je pense qu'il s'est peut-être dit qu'il pouvait perdre l'élection. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Après, c'est... On a quand même du mal à voir qu'est-ce qui peut lui prendre la circonscription. Oui, bien sûr. Mais après... il pensait peut-être que Jean-Jacques Ferrat n'était pas le mieux placé pour n'était pas forcément le mieux conserver placé. son siège. Après, il est très proche d'Édouard Philippe et que Horizon a une vraie stratégie d'implantation sur ces législatives et qu'il fallait peut-être des personnalités, plus exposées, parce que quand on est maire d'Ajaccio, qu'on représente une... C'est ce que vous voulez dire ? Non, pas du tout. Plutôt, même médiatiquement, où Qui pèse davantage. on est maire d'une ville, on est président d'un conseil régional, voilà. Donc, je pense que ça rentre dans une stratégie plus nationale, à mon avis. Et Patrick, jusqu'à présent, Laurent Marcangel a toujours privilégié sa ville d'Ajaccio. On se rappelle la première fois où il a été élu député, il a abandonné le poste de député. Il le disait encore il y a quelques semaines. Et là, on a l'impression quand même qu'il a tiré par l'appel du large, parce que la gestion de la mairie, de la CAPA, ça commence peut-être à le fatiguer un petit peu. L'Assemblée de Corse, il n'a jamais été préoccupé par ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cet aspect-là ? Oui, je pense. Il est plus tranquille comme député. Je pense qu'en dehors du principe de réalité qui joue quand même, parce que il a senti qu'avec Jean-Jacques Ferrat, c'était pas sûr. Donc j'y vais moi-même. Et effectivement, c'est quelqu'un qui a envie de peser davantage à Paris, que ce soit sur le dossier Corse, mais peut-être, on aura peut-être des surprises à l'annonce du prochain gouvernement, au niveau parisien, dans la Paris parisienne. Il a peut-être envie de peser davantage. Il est jeune, Laurent Marcangel. Il a 41 ans. Il ne va pas faire 22 mandats à la mairie d'Ajaccio. Donc c'est presque naturel. Je veux dire, il a été, correct. Il avait dit, si je suis maire, je ne serai plus député. Il l'a fait. Là, maintenant, c'est la deuxième fois. Il a également dit qu'il serait maire jusqu'au terme, en 2026. Et là, mais il peut évoluer dans sa carrière, c'est pas complètement illogique. Finalement, Laurent Marcangel est un peu, je dirais, comme tous les maires d'Ajaccio, c'est-à-dire peu intéressé par la collectivité de Corse, et puis avec un destin qui sans doute qui se voit national. Je pense que c'est une intuition, mais que le miroitement d'un destin ministériel est important. C'est-à-dire et en plus, je crois que c'est crédible. C'est-à-dire que s'il a un bon score, puisque Valérie Beaud, il n'a aucune chance d'être élu sur la circonscription du Sud, donc il sera le seul député d'Horizon s'il est élu, et ça peut peser, parce que Philippe, quand il y aura la négociation sur le gouvernement, va sûrement son mot à dire pour placer des gens. Et comme c'est quelqu'un qui, a priori, se débrouille plutôt bien, c'est un petit secrétariat d'État... Mais ça, c'est toujours, et puis peser également sur le dossier Corse. Le dialogue va s'ouvrir en principe la semaine prochaine. Il se développera durant de longues semaines, voire de longs mois. Et je pense que Laurent Marcangel a envie de peser dessus. Oui, il a dit d'ailleurs. Il a dit. Mais ça, il a dit qu'il ne veut sûrement pas laisser il veut pas laisser les nationalistes seuls discuter du dossier Corse. Il veut s'inscrire dedans. Et peser aussi en tant que député, parce que la dernière mandature, on a vu, c'était surtout les 3 députés nationalistes qui étaient sur le devant de la scène. Oui, mais le
le problème, c'est qu'il y a quand même là encore une inconnue, c'est la place de la collectivité corse dans toute cette affaire-là. Parce que, bon, ils vont avoir les 3 députés qui jouent le rôle de députés, qui en plus, je ne suis pas sûr... on ne sait pas encore. Hein. Oui, bon, mais oui, non, c'est vrai, on ne sait pas encore. Mais cela dit, les discussions sur la Corse qui auront lieu, hein, ça c'est certain. On ne sait pas ce que ça va donner, mais ça aura lieu. On ne sait pas quand, par contre. Hein. Ah oui, ça fait pas. Je ne sais pas, le 18, 19... Il y a beaucoup d'incertitudes. Oui, c'est ce qu'on appelle un couteau sans manche qui a perdu sa lame. Il ne reste plus grand-chose. Alors, deuxième élément à relever dans ces élections, là où il peut y avoir un certain suspense, c'est la deuxième circonscription de la Haute-Corse. Jean-Félix Acquavive est le député sortant, mais il est quand même contesté par un concurrent nationaliste, c'est Lionel Mortini. C'est dans la circonscription de Corte-Balagne. Est-ce qu'il peut être menacé? Il est menacé, effectivement. Et puis les ambitions de Lionel Mortini, c'est clair. Hein, et il attaque déjà fort dans ses critiques de la gestion du dossier Corse par Jean-Félix Acquavive à Paris et par la collectivité de Corse. C'est quelqu'un qui est très bien implanté, Lionel Mortini, notamment en Balagne. C'est un maire, c'est un agriculteur qui a pas mal de réseaux sur toute la circonscription. Donc, il était président de la DARC. Oui. Et donc, il a affaire à un adversaire un peu solide. Cela dit, Jean-Félix Acquavive bénéficie toujours de la machine électorale, de la CDC, etc. Et puis la prime au sortant aussi. De la prime au sortant, de l'appui de Gilles Simeoni, qui pèse quand même. Hein. Et puis aussi d'un parti qui est peut-être qui est plus modéré que celui qui a pu représenter à un moment donné oui, mais est-ce qu'il est vraiment associé, Lionel Mortini, à Corse-Gali? Je pense quand même... non, mais il peut bénéficier quand même des votes de rejet de Jean-Félix Acquavive, qui a un caractère qui est parfois un peu hautain, qui a une certaine morgue. Et alors, moi, à mon avis, l'élément déterminant, ça va être le vote des gens qui appartenaient au clan du radical de gauche. S'ils décident de se débarrasser de Jean-Félix Acquavive, ils s'en débarrasseront. S'il décide de voter pour lui, Jean-Félix Acquavive sera élu. Après, il ne faut pas limiter le vote qui ira vers Jean-Félix Acquavive au vote nationaliste. Hein. Oui, bien sûr. Il a vocation à ratisser beaucoup plus large que Lionel Mortini, effectivement, qui apparaît toujours comme un nationaliste militant. Ouais. Comment vous expliquez cette opposition très nette? Parce que dans les autres circonscriptions, on ne peut pas dire que ce soit le cas. Il n'y a pas une opposition à Michel Castellani à Bastia, il n'y a pas de candidat même à Porto Rico. Quant à Ajaccio, il n'y a pas vraiment de rivalité entre les deux candidats nationalistes. Là, oui. C'est une réplique de la rupture entre nationalistes qu'on a vécue à la Mais il ne se manifeste pas ailleurs. Mais peut-être une ambition personnelle aussi. Peut-être que il ne se manifeste pas ailleurs. Faute de combattants. Hein. En Corse, les blessures d'amour-propre font des ennemis. Hein. C'est-à-dire que... Alors, autre particularité à relever, on change de circonscription, enfin, on peut même en parler sur l'ensemble, c'est le parti présidentiel qui est une nouvelle fois absent. Jean-Charles Orsucci a renoncé. D'ailleurs, personne ne se risque à concourir sur la bannière La République En Marche. Enfin, ça ne s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle la Renaissance. Mais Valérie Beauze, il part avec, pas l'investiture, mais le soutien du Parti Horizon. Voilà, le soutien du Parti Horizon qui fait partie de la coalition Ensemble. Bref. Michel Motsigonach, il se présente sous sa propre bannière. Voilà, sous sa propre bannière. Il n'a même pas l'investiture. Non, mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a des représentants... Avec 18% au premier tour. À partir du moment où il y a des représentants d'Horizon, qui fait partie de la coalition. Ils vont pas mettre Horizon, En Marche et Modem. Donc il y a c'est pourtant la coalition, c'est Ensemble. Oui, c'est Ensemble, mais on va dire que sur l'accord, c'est plutôt Ensemble, quoi. C'est plutôt les représentants d'Horizon qui vont représenter la majorité présidentielle. Ils vont pas les se concurrencer, même entre eux. Enfin, personne ne va sous le nom de Macron. C'est quand même... Non, c'est pas un nom porteur, mais... Au-delà, il n'y a pas vraiment de candidat sérieux, à part Laurent Marcangeli. Non, mais par exemple, Jean-Charles Orsucci aurait pu y aller. Laurent Marcangeli, lui, n'hésite pas, parce qu'il a des chances de gagner, de porter la bannière présidentielle. Bon, en Haute-Corse, me semble-t-il, le candidat radical, Jean-François Paul, est investi, ou du moins il a le soutien de la majorité présidentielle, mais je ne pense pas que ça le fasse gagner ou que ça le fasse perdre des voix. Non, pour Jean-Charles Orsucci, je pense qu'il y a un problème, c'est qu'il est dans une ville qui a voté en majorité pour Le Pen, et que si là il s'était présenté, il se prenait un gadin épouvantable, ça mettait en cause aussi les prochaines municipales. Hein. Parce qu'il y a une... Ouais, ça je sais pas, mais plus basiquement, il ne va pas les concurrencer quelqu'un qui représente Horizon.
Oui, mais enfin, c'est pas forcément sa même démarche politique. Valérie Beaude, on ne peut pas dire qu'elle soit forcément sur la même longueur d'onde que Jean-Charles Orsout. Il est quand même clairement à gauche, malgré tout, même s'il est avec Macron. Ça se divise les voix, donc à un moment donné, il vaut mieux faire déjà une préunion au départ. Moi, je crois que c'est surtout, pour Orsout, il a peur de faire un score dérisoire, hein, ce qui est tout à fait possible. Hein. Alors, dernier élément sur la circonscription d'Ajaccio. Michel Mozzigonacci, qui se réclame du macronisme depuis la nuit des temps, alors lui, il n'a même pas d'investiture. C'est quand même un drôle de parti, non? On ne trouvait pas? Ce parti, il n'a jamais vraiment... Enfin, La République En Marche, est-ce que ça a été vraiment un parti? Ça n'a jamais été structuré ici. Est-ce que ça a vraiment fonctionné? Hein. Ça n'a jamais vraiment fonctionné, finalement. Ce n'est pas une organisation comme a pu l'être l'UMP. Mais je pense que ça n'a pas été conçu comme un parti. Oui, ça a été conçu comme un espèce de supporter. Voilà, comme un truc d'attrape-tout, c'est-à-dire à gauche et à droite. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a changé le nom. Hein. Ça s'appelle plus La République Renaissance. En Marche, hein. Renaissance, ça vient après le Moyen-Âge. Non, mais d'accord, mais enfin, le problème c'est rassurant. Mais c'était une période rassurant. Si c'est après le Moyen-Âge, c'est plutôt pas mal. Non, mais c'est ontologique, parce que ça renaît de quoi? Des cendres du macronisme défunt, si j'ose dire. Donc c'est... Enfin bon. Alors, on passe au dernier thème de notre discussion pour évoquer le gouvernement. Alors, c'est l'Arlésienne. Ça fait maintenant 3 semaines que Macron a été réélu et toujours pas de nouveau gouvernement. Si on accepte De Gaulle, je crois, en 1965, il avait attendu 33 jours, il me semble. Là, il n'y avait pas d'incertitude sur le nom du Premier ministre. Puis c'était Pompidou. Là, c'est une première. Alors, comment vous expliquez ça? Moi, je pense que c'est une manière de Macron d'asseoir son pouvoir sur ce qui va arriver, de dire c'est moi qui décide et un point c'est tout. Bon, il n'y a pas d'urgence en ce sens que, je veux dire, il y a les élections législatives, il y a quand même... Il y a quand même une guerre, il y a quand même des conflits. Non, mais il y a le temps, il y a le temps il y a quand même une inflation galopante, il y a des dossiers. Hein. Oui, mais il a choisi un rythme. Le rythme, c'est investiture la semaine dernière. Nomination du Premier ministre. Mais pourquoi c'est si long? Du Premier ministre en début de semaine. Il est dans la rythmique. Je me risque à une explication électorale, comme pour la présidentielle, où il est entré en campagne au dernier moment. Là, le fait d'annoncer le plus tard possible le nouveau gouvernement, ça retrécit d'autant plus une campagne qui va être réduite à même pas un mois, à 25 jours, 26 jours. Macron a promis un nouveau quinquennat, une réinvention en quelque sorte. Vous y croyez, Jérôme? Je crois, on verra la preuve par l'exemple. Je suis pas à sa place. Mais les premiers pas, là, quand vous voyez cette absence de nomination du gouvernement, lorsqu'on voit par exemple l'affaire d'Alessandre, est-ce que vous pensez qu'on sent le vent du changement? Je pense qu'il y a des annonces qui sont déjà prévues, notamment sur le pouvoir d'achat, à partir du mois de juillet. Mais on est dans la continuité de ce qui était avant. Hein. Et pourquoi il y aurait une rupture c'est ce qu'il a dit. Parce qu'il a annoncé, mais dans la manière d'exercer le pouvoir. Oui, parce que je veux dire, franchement, d'abord, premièrement, il n'est pas c'est pas le maître des horloges. S'il y a une catastrophe en Ukraine, il sera bien obligé de suivre. Au-delà de ça, il faut que l'Assemblée soit élue. Tant qu'il n'y a pas l'Assemblée, il ne peut pas avancer et il ne peut rien annoncer, puisqu'il faut qu'il y ait quand même des votes au Parlement. Donc après, est-ce qu'il va faire des choses? Il va être obligé de s'adapter. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même le résultat de la présidentielle, où il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas voté pour lui. Donc il ne va pas pouvoir... Tu disais tout à l'heure, il va faire ce qu'il veut parce qu'il lui reste 5 ans. Il ne va pas faire ce qu'il veut parce qu'il y a aussi un environnement, et que cet environnement, il va falloir qu'il en tienne compte. Que ce soit un environnement d'opposants et aussi un environnement conjoncturel. Non, moi je crois il va être obligé de faire des choses. La seule chose qui peut le faire bouger, parce qu'on l'a vu d'ailleurs que ce soit avec les Gilets jaunes ou avec la Corse, c'est la rue. Ça, je pense que c'est leur grande crainte. C'est-à-dire qu'on a vu quand même que avec les Gilets jaunes, ils ont lâché plusieurs centaines de milliards. Avec la Corse... Dizaines. N'exagérez pas. Ah bon, c'était pas... Non, quand même pas. Ça, c'est le Covid, la crise de Covid. Ah d'accord, c'est la crise de Covid. Bon, alors plusieurs dizaines de milliards. On ne compte plus. Alors. Sa stratégie, ça va être justement l'anticipation. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a une flambée du prix de l'essence, tout de suite... Ils essayent de faire une correction pour éviter que les gens descendent dans la rue. Parce que les Gilets jaunes, c'est parti quand même d'une taxe sur l'essence, de mémoire. Alors, le 18 mai, on espère que d'ici là, il y aura un gouvernement, devrait s'ouvrir la fameuse discussion promise par Darmanin après l'assassinat d'Yvan Colonne. C'est la semaine prochaine, le 18 mai, c'est mercredi. Qu'est-ce qu'on doit en attendre? Alors... De cette discussion, forcément, peut-être le futur statut de la Corse, de la première réunion qui aura lieu, on n'est pas sûr, mercredi ou jeudi, pas grand-chose. C'est un peu comme une rentrée scolaire. On prend les fournitures scolaires, l'emploi du temps, et puis on revient après. Moi, juste une petite remarque. J'aurais aimé, je ne comprends pas qu'ici en Corse, il n'y ait pas un groupe de travail pour
essayer de mettre un contenu à ce Ça veut dire que contenant, peut-être à personne cet ne éventuel croit contenant. à cette démarche. Voilà, oui, c'est surprenant qu'on monte à Paris sans qu'il y ait l'ébauche d'un projet. Très vite, Non, Jérôme. mais ça c'est sûr qu'il faut commencer à travailler. Mais je suis Attends, oui. mais je suis pas sûr que le rendez-vous soit même acté Oui, définitivement. oui, non, donc, vous avez raison. Non, mais C'est vous qui aurez le dernier mot. Oui, non, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que sur la montée des eaux et la sécheresse, il faudrait des groupes de travail. C'est vrai il y a plein de sujets sur lesquels on devrait discuter. Et en effet, tu as raison. C'est quand même assez bizarre qu'ils montent avec les mains dans les poches, avec un stylo sans papier, si j'ose dire. Alors, pas les mains dans les poches, mais il y a des pistes. Il y a quand même des pistes. Non, on sait pas trop. Non, c'est pas on sait pas ce qu'ils veulent. Il y a des pistes sur l'outil, Oui, sur sur l'outil. les institutionnels, Sur mais ce l'outil. qu'on y met Voilà. dedans, Voilà, sur non, mais c'est l'urbanisme, exactement ça. l'éducation, C'est que- la oui, langue, Mais on va pas le faire l'économie, la fiscalité. on va pas le faire d'ici le 18 non plus. Hein. Non, je pense qu'on aura l'occasion. D'ailleurs, On aurait dû s'y mettre avant. d'en reparler. je En pense tout cas, cette semaine qui va venir sera très instructive sur tous les plans. Eh bien, nous nous reverrons pour ça la semaine prochaine. Rivișteava e compie a ben arribrosimo. Donc, buonasera a tutti e buona settimana.